Bonjour chers internautes lectrices et internautes lecteurs. Alors, je vous avais promis une vidéo pour vous parler uniquement de bande dessinée, de graphiques, et il y aura un manga. Donc voilà, écoutez, je ne vais pas en parler trop, c'est parti, je vous présente ça tout de suite, des coups de cœur, des doutes peut-être que j'ai un peu moins aimé, mais non, en règle générale j'ai plutôt bien aimé un petit peu de tout, mais alors il y a vraiment tous les styles, hein, vraiment tous les styles. Voilà, je vous laisse regarder, apprécier. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager, de commenter. Enfin bref, je compte sur vous pour être un peu interactif. Hein. J'aime bien savoir un peu ce que les gens pensent de tout ça. Et puis, est-ce que je dois m'arrêter tout de suite, quoi? Faut me le dire. N'hésitez pas. Hein. Je gagnerai du temps. Allez, je vous retrouve tout à la fin, une fois que vous aurez vu toutes ces vidéos. À tout à l'heure. Alors je commence tout de suite avec cette bande dessinée qui s'appelle Mal de mer de Roderick Valenbois. C'est une bande dessinée qui est en noir et blanc, comme vous pouvez le voir. Et c'est la couleur parfaite, bien choisie pour cette bande dessinée qui est très sombre, c'est la réalité de beaucoup de familles, la réalité de beaucoup de gens. Et je trouve qu'elle est percutante parce qu'elle est juste, elle a un ton juste et elle montre enfin tout ce qui concerne donc, ce sujet qui est abordé. Je ne vais pas vous dire exactement quel sujet est abordé dans cette bande dessinée parce que ce serait un spoil quelque part et je n'ai pas envie de vous le dire. Je vais juste vous parler des personnages qui sont abordés d'ailleurs sur la 4e de couverture. Donc on a un papa qui s'appelle Jean-Marie, qui est assez cultivé, assez ironique, mais qui est assez dur quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu psychorigide. Et bon, c'est le papa de la famille, voilà. Pas toujours très proche de ses enfants. Voilà, quelqu'un de très très cultivé. Voilà, ça c'est un pilier de la famille puisque c'est le papa. Ensuite, on a le grand frère donc, du petit narrateur qui raconte l'histoire. Donc le grand frère qui s'appelle Cédric, qui lui est plutôt un ours, plutôt, voilà, il n'est pas très causant. Voilà, c'est un adolescent, donc forcément, qui dit adolescent dit souvent conflit. Donc il est en conflit avec tout le monde dans la famille. Enfin voilà, c'est l'adolescent typique. Il y a la petite sœur du narrateur, la petite sœur qui s'appelle Vanessa. Probablement la plus fragile de tous, hein, c'est la petite sœur qu'il aura envie de protéger aussi, mais qui, contrairement à ce qu'on croit, est celle qui finalement va plus se rendre compte de l'état de la mère. De quel état je parle? C'est le spoil dont vous ne saurez rien si vous ne lisez pas cette bande dessinée. Donc il y a aussi la maman donc, qui s'appelle Claudette, qui est une maman qui est institutrice en école maternelle. Bien évidemment, c'est une maman, donc tous les enfants aiment leur maman. Et voilà, c'est une maman qui s'occupe de tout, qui s'occupe de la maison, qui fait plein de choses, etc. Mais ça, c'était avant. Avant quoi? Avant ce fait, avant cet état, avant cette prise de conscience de toute la famille, du fléau que vit cette famille, de ce qui va empoisonner leurs relations, empoisonner leur vie de famille, y compris autour d'eux, c'est-à-dire les proches, le milieu professionnel, etc. Et voilà, et on va suivre donc ce petit garçon qui parle de l'histoire, donc qui présente sa famille. Il s'appelle Roderick, évidemment, c'est le prénom d'auteur, puisque c'est l'auteur qui va parler, finalement c'est une biographie, il va parler de sa vie à lui, de la vie de sa famille. Et donc c'est l'auteur, il a 9 ans ici, et à 9 ans, on n'est pas... Voilà, on est un enfant, hein, on n'est pas censé s'occuper de problèmes d'adultes quand on est un enfant. Donc voilà, et il a cette innocence de l'enfance, hein, dès le début, où tout va bien, tout est rose et tout, et à un moment donné, il va ouvrir les yeux et il va se rendre compte que la situation dans laquelle ils sont est un peu plus compliquée que ça, et que ça ne va pas être simple à gérer, et que autour de lui, des choses moches vont arriver, des choses tristes, et il va falloir qu'il se construise avec ça, et on va le voir donc devenir un adulte et se construire avec ce paquet-là lourd que la famille traîne, et qui est émotionnellement très dur, très difficile. Donc ça s'appelle Mal de mer.
si vous voulez savoir exactement ce qu'il en est, je pense que vous pouvez aller chercher un petit peu, vous trouverez des spoils sur le thème qui est abordé. Moi, je ne vais pas vous l'aborder parce qu'elle n'est pas abordée en quatrième de couverture. Elle n'est pas abordée là, ou plus ou moins, on peut le deviner. Et c'est vraiment bien raconté. Pour connaître un peu ce sujet-là, je peux vous dire que la réalité est très bien décrite, que c'est juste, le ton est juste, les images sont justes, les situations, les comportements sont justes. C'est effectivement la vie telle qu'elle est quand on est emprisonné dans ce problème-là. Donc, c'est waouh, quoi. Elle m'a beaucoup, beaucoup touchée. Elle m'a tiré des larmes, parce qu'elle m'a parlé, parce qu'elle voilà, elle m'a montré des choses que je connaissais déjà et qui sont difficiles à vivre et qu'il y a plein d'émotions qui sont liées à tout ça. Donc, non, c'est vraiment une bande dessinée. Voilà, je suis contente de parler de celle-ci en priorité parce qu'elle est vraiment très, très bien. Il y a plus de 200 pages. Hein. Donc, voilà, si vous avez envie d'un sujet fort, un sujet de société, bien traité, en bande dessinée, je vous le conseille. Voilà, ça s'appelle Mal de mer de Roderick Valenbois. Je continue dans les bandes dessinées que j'ai bien appréciées avec celle-ci, qui s'appelle donc Inhumain. Inhumain, air libre de Bajram Mangin Rochebrune. Alors là, on va tomber, alors c'est du fantastique, de la science-fiction, hein. On va tomber donc sur un vaisseau spatial hein, qui est dans l'espace et qui, en moment de folie, ils décident d'aller sur une planète. Ils sont attirés par une planète, ils y vont, c'est une planète océan, en fait. Et en fait, ils vont se cracher directement dans l'océan. Ils vont être sauvés in extremis par des espèces de créatures pieuvres qui sont dans l'eau. Et ils vont découvrir un peuple qui vit sur cette planète, sur ces îles. Et ce peuple-là, alors il est bienveillant, en tout cas au départ. Il est cannibale, mais pas cannibale dans l'agressivité, c'est-à-dire qu'il va plutôt manger ceux qui sont morts, voilà, parce que c'est la vie. Et puis, surtout, il est soumis. Il semble être complètement soumis. Et les membres de cet équipage qui atterrit là sont assez surpris et ne comprennent pas très bien qui dirige tout ça, qui impose tout ça. Enfin, voilà. Ils vont être pris dans un espèce de truc. Et au fur et à mesure, l'équipe elle va s'étioler parce qu'il y en a un qui va être soumis lui aussi d'un seul coup. Il va être pris dans ce truc-là. Puis un autre. Enfin, voilà. On va tomber dans un mystère complet. On va découvrir la planète. Et notamment, on va la découvrir à l'aide de celui qui ne sera jamais soumis, c'est-à-dire l'humanoïde qui va être avec cette équipe-là, donc l'humanoïde qui s'appelle Hélice, qui ne sera pas touché par ce phénomène. Donc c'est un roman qui va parler de l'humain, de l'individu, du groupe, de l'emprise qu'on peut avoir sur les autres. Et donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Pour le graphisme, voilà, le graphisme, j'aime assez. C'est quand même un chouette graphisme. On a, hop, voilà. On est assez bien dans les détails. Voilà, bon, ça peut être assez sombre parce qu'à un moment donné, ils sont carrément sous la planète. Voilà. Alors c'est une BD qui a eu pas mal de succès quand même. Hein. Alors je ne sais plus si je l'ai dit, le peuple aussi qui est sur cette planète, ils vivent tous nus. Ils sont tous nus. Voilà. Donc voilà. Donc ça va beaucoup aborder aussi le problème de la liberté. Et est-ce qu'il faut souffrir pour être libre? Vous verrez comment les auteurs ont décidé d'aborder ce thème-là au travers de cette BD. Est-ce qu'il faut souffrir pour être libre? Et est-ce que la liberté, finalement, en elle-même, n'est déjà pas une souffrance? Est-ce qu'il faut vraiment laisser les humains libres? Est-ce que ce n'est pas un danger, quelque part? Donc voilà, il y a toute une philosophie, des tas de questions un peu existentielles qui sortent de cette BD que j'ai trouvé vraiment très intéressante, qui je pense peut être à lire aussi plusieurs fois, éventuellement. Donc voilà, alors c'est un one-shot, hein, il n'est pas à suivre, donc ça c'est très bien aussi. Et
Bon, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Je regarde mes petites notes si des fois j'avais autre chose. Ah oui, si, important quand même. Les personnages ne sont pas très détaillés, en fait. Ce qui va être intéressant ici, c'est plus le message philosophique, d'accord, qui va être important et qu'on va retrouver au fur et à mesure de l'histoire. Au début d'ailleurs, à un moment donné, je me suis un peu perdue dans l'histoire, hein. J'ai trouvé que je comprenais pas trop, est-ce que les bulles étaient au bon endroit, j'avais du mal à suivre l'histoire et ça s'est installé petit à petit j'ai commencé à comprendre là où les auteurs voulaient nous emmener dans la réflexion. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, mais il faut se laisser, hein, il faut se laisser emporter, il faut s'accrocher et puis il faut y aller. Et ouais, c'est quand même très intéressant et voilà, j'ai bien aimé. Mais les personnages, je ne me suis pas vraiment attachée aux personnages. D'ailleurs, je vous l'ai dit, ça va s'étioler, hein, parce qu'au fur et à mesure, l'équipage, il y en a qui vont hop, rentrer directement dans ce phénomène de soumission. Et donc, on n'a pas le temps de s'attacher à eux. Mais par contre, c'est toute la réflexion que ça aborde qui est vraiment très intéressante et qui fait que cette BD elle est assez particulière et voilà, traitée dans le domaine de la science-fiction, moi j'ai vraiment bien aimé. Donc ça s'appelle Inhumain, Air libre, de Bajram Mangin Rochebrune. Voilà. Allez, je vais vous parler d'un manga maintenant, tout de suite. Ça s'appelle Nouvelle extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Alors c'est un manga classique, ça s'appelle, je ne sais plus, ils avaient appelé ça la collection Les grands classiques de la littérature en version manga. Il en existe d'autres. Bon là, en l'occurrence, c'est celle-ci que j'ai découverte, donc Nouvelle extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Alors, c'est les nouvelles d'Edgar Allan Poe qui sont reprises avec l'écriture, hein, alors c'est Baudelaire qui a fait les traductions, hein, donc on reste vraiment dans le même style d'écriture au niveau des bulles, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Le dessin, c'est vrai que c'est très proche des mangas. Ça reprend le graphisme des mangas. Donc c'est assez bien fait. Alors évidemment, ça reste Edgar Allan Poe. Donc Edgar Allan Poe, il a quand même fait des nouvelles qui sont assez sombres, assez glauques, sur la mort, sur la maladie, des choses un peu perchées comme ça. Il faut suivre un petit peu son mode de pensée, qui n'est pas forcément évident. Et avec une écriture en plus qui est un petit peu du français, un petit peu voilà, très soutenu. On n'a pas l'habitude de lire ce genre de choses, c'est du classique, hein. Donc du coup, ça peut être perturbant. Maintenant, pour faire lire ça à des ados, bah, effectivement, peut-être que le modèle du manga, la forme du manga, est peut-être, pourquoi pas, je pense que c'est pas trop mal, ça leur permettra de découvrir les aventures extraordinaires d'Allan Garpo. Je me dis pourquoi pas. Voilà. Moi, j'ai bien apprécié de redécouvrir Edgar Poe de cette façon-là. Voilà, alors après, il faut aimer, hein. C'est vrai qu'il faut aimer les histoires d'Edgar Poe. Voilà, ça s'appelle donc Nouvelle extraordinaire d'Edgar Allan Poe et c'est donc les classiques en format manga. Allez, une BD pour ados, encore cette fois-ci, ça s'appelle Les Omniscients, leur pouvoir, le savoir absolu de Castellani et Dugommier. Alors, les omniscients, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un groupe de 5 adolescents qui ne se connaissent pas, qui vivent à New York et qui un matin se réveillent avec le savoir absolu dans la tête. Ils savent tout, 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 tout. Un peu comme s'ils étaient connectés sur Internet, ils savent tout. Alors effectivement, au début, c'est un petit peu surprenant. Et petit à petit, ça commence à se savoir, la presse commence à le savoir, etc. Et donc le FBI va s'en mêler, ils vont vouloir les protéger, les mettre à l'écart, etc. Et il y a aussi un groupe qui essaye de les kidnapper, on ne sait pas trop pourquoi. Donc il va y avoir une petite intrigue là-dessus. Et puis surtout, on ne sait pas pourquoi ces 5-là ont ce savoir absolu. Ça a l'air d'être quelque chose un petit peu ancien, des êtres mystérieux qui viennent un petit peu du côté grec, ou on ne sait pas trop quoi, de l'Olympe. Enfin, c'est assez mystérieux. En fait, c'est le tome 1 et on ne saura pas du tout pourquoi ils ont ce pouvoir-là à la fin du tome 1. Donc, évidemment, ça veut dire que l'histoire continue et qu'il va peut-être falloir enrichir un petit peu nos connaissances en allant chercher les autres tomes. Voilà, en attendant, dans ce tome-là, on va découvrir les adolescents, chacun va avoir sa personnalité, on va les découvrir, on va découvrir les relations qu'ils vont avoir entre eux, leur vie un petit peu de famille, le contexte d'où ils viennent, etc. Et puis, comment ils s'approprient ce pouvoir dans les premiers instants, finalement.
et leur relation vis-à-vis du monde en lien avec ce pouvoir et avant même d'avoir ce pouvoir. Donc voilà, donc bon, c'est intéressant. Alors les graphismes sont assez bien faits, hein. C'est classique en fait, hein. C'est vraiment classique au niveau des graphiques, des graphismes. On reconnaît bien que ce soit des jeunes, des vieux, voilà, je trouve que les traits de visage sont assez bien faits. Voilà, bon, j'ai bien aimé, je ne suis pas une grande fan, mais l'histoire est assez sympa, voilà, pour les ados qui aiment un petit peu des histoires d'ados avec un petit côté fantastique et mystérieux. Ben voilà, ça s'appelle Les Omniscients, leur pouvoir, le savoir absolu, le tome 1 de Castellani et Dugommier. Alors maintenant, je vais vous parler d'une BD, d'un roman graphique, quelque chose d'énorme, autant au sens figuré qu'au sens propre. Voilà, c'est énorme. C'est Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Alors, c'est une BD. Voilà. On va voir le graphisme est assez particulier. Je ne connaissais pas du tout cet illustrateur. Et alors, moi, j'aime pas trop le graphisme sur les personnages, en fait. Je trouve que voilà, je les trouve pas très jolis, pas très beaux. Je les trouve un peu laids. Les personnages sont assez laids. En revanche, je trouve que le travail sur les couleurs pour donner l'ambiance, sur les lieux, voilà, là, je trouve que c'est voilà pour décrire une ambiance, je trouve que les graphismes sont vraiment bien faits. Alors c'est assez sombre, c'est une BD, une histoire assez sombre. Ça va nous parler de deux humanoïdes, Carbone et Silicium, donc deux intelligences artificielles. Donc on va commencer à l'an 1, c'est-à-dire le jour où le chercheur, la chercheuse qui les a créés, qui les a mis en marche, on peut dire. Ça commence là et on va suivre donc ces deux humanoïdes pendant près de 300 ans. Et on va donc pendant près de 300 ans voir aussi l'évolution de l'humanité. Et c'est pas réjouissant, hein, ça c'est sûr, c'est très pessimiste. Mais l'auteur va quand même être assez fort parce qu'au travers de Carbone et Silicium, il va dégager une espèce de mélancolie, de nostalgie, d'amour, de tendresse aussi et de respect qui est assez incroyable. Alors qu'à côté de ça, l'humanité, elle n'est pas glorieuse. Hein, c'est vraiment pas glorieux. Et on aura ces deux humanoïdes qui seront là et qui ont un regard justement sur cette humanité, sur les 300 ans qui vont passer. Et c'est assez philosophique, hein, en fait. Là aussi, hein, c'est donc de la science-fiction, du fantastique, qui prête justement à ce genre de questions et à ce genre de réflexions. Alors je l'ai lu qu'une fois et je dois vous avouer que je pense qu'il faut le relire plusieurs fois. Je le relirai et je pense que je vais y voir encore d'autres messages parce que c'est hyper riche, c'est très profond, il y a beaucoup de choses dedans et à tel point que par moments j'avais l'impression de me perdre, pas de me perdre, de ne pas comprendre, mais d'avoir tellement d'informations que je suis restée sur un sujet et j'ai suivi ce sujet-là. Mais je voyais bien qu'autour, il y en avait encore plein d'autres qui sont abordés et qui sont là, qui sont latents. Et je pense qu'il faut la relire, quoi. C'est hyper riche. Alors à la fin, on a une postface de Damasio, qui est un auteur de SF assez reconnu et connu, qui est très intéressante. Une postface, elle fait 2 pages. Je l'ai lu, je peux vous dire que c'est hyper intéressant. Je vous en parlerai pas, je vous le laisserai la lire. Et du coup, voilà, rien qu'en regardant la postface, oui, on se rend bien compte de la richesse de cet album. Oui, j'ai vraiment bien aimé. Il y a différentes ambiances, même si ça reste quand même sur une couleur assez sombre. Il y a quand même différentes ambiances, puisque les intelligences artificielles, elles peuvent aussi se retrouver dans le virtuel. Et j'aime bien le graphisme du virtuel, comment ça a été interprété par l'illustrateur. J'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était... je sais pas, ça fluidifie bien le truc. Ça nous met vraiment dedans. Et j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est une sacrée BD. Je ne l'ai pas empruntée celle-ci, hein. On l'a achetée, j'en avais entendu parler. Notamment, j'avais vu d'ailleurs une vidéo de Damasio qui en parlait. Ça m'avait vraiment intriguée et je l'ai achetée pour mon mari. Et il a vraiment apprécié. Et moi aussi, je ne regrette pas du tout parce que c'est vraiment une BD qu'il faut lire plusieurs fois. Alors, je ne vous cache pas qu'elle est lourde, hein. Elle est très lourde.
Donc voilà, pour la lire, c'est bien d'avoir un support parce que, ou alors vous faites un peu de musculation. Mais voilà, c'est vraiment super. Si vous avez l'occasion de l'acquérir, allez-y. Si vous aimez la SF, si vous aimez les questions un petit peu philosophiques justement sur l'humanité, sur nos choix, sur nos libertés, sur des tas de choses en fait. Il y a plein de sujets sur l'écologie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets qui sont abordés là-dedans. Donc voilà, ça s'appelle Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Bon alors là, je vais vous parler d'une BD un peu plus drôle, qui m'a fait beaucoup rire et où j'ai appris beaucoup de choses quand même. C'est une bande dessinée de Marion Montaigne dans la combi de Thomas Pesquet. Alors Marion Montaigne, c'est l'illustratrice de Tu mourras moins bête. Alors il y a des petites séries, je crois, qui passent à la télévision, mais il y a aussi surtout les bandes dessinées de Tu mourras moins bête. Et alors, dans la combi de Thomas Pesquet, on retrouve effectivement son trait graphique. Il n'y a pas de souci, c'est voilà, c'est tout à fait Marion Montaigne. Et elle va aborder donc l'histoire de Thomas Pesquet. Vous savez que Thomas, en ce moment, il est dans l'ISS, au-dessus de nous. Et elle va y raconter depuis son rêve de devenir astronaute jusqu'au moment où, en 2016, il est parti dans l'ISS pour son premier voyage d'astronaute. Donc on va voir les examens qu'il a dû passer, ce qu'il a dû faire pour réaliser son rêve. Et c'est fait avec beaucoup d'humour, comme Marion sait le faire. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'informations. Moi, j'ai été stupéfaite d'apprendre des tas de trucs sur cet univers-là. Donc oui, c'est très intéressant. Je pense que c'est intéressant. Si vous avez envie d'en apprendre un petit peu, puis alors il faut en profiter parce que c'est un Français. Voilà, c'est nous quoi. Il réalise un peu nos rêves quoi, de pouvoir toucher l'inaccessible. Donc voilà, ça nous permet de rentrer un petit peu dans cet univers-là, de comprendre un petit peu mieux les choses et de voir que finalement il y a quand même des trucs. Alors oui, c'est vrai, on peut s'imaginer qu'astronaute, c'est résoudre des problèmes hyper complexes, etc. Et en fait, on va vite se rendre compte que le quotidien revient au galop et que des petites choses tout à fait banales dans notre existence deviennent quelque chose d'absolument incroyable et sur lequel il faut réellement réfléchir pour des ingénieurs pour faire partie du voyage et d'aller dans l'ISS. Enfin voilà, donc c'est drôle, c'est intéressant, ça fait passer en tout cas un très bon moment et puis on en apprend plein de choses. Voilà, ça s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet de Mario Montaigne. Podum de Hubert et Zanzime. Alors Podum, ce livre-là, il a reçu plein de prix. Beaucoup de prix de la BD, dont le tout dernier là, aux Imaginales, qui est le prix de la BD pour les bibliothécaires, donc 2021. Alors Podum, c'est l'histoire d'une jeune femme donc, qui vit une période Moyen-Âge, Renaissance italienne, et qui doit se marier à un homme qu'elle ne connaît pas, puisque voilà, c'est comme ça, c'est les traditions familiales. Et elle découvre que sa famille a une peau d'homme, c'est un secret entre les femmes de la famille, et elle va revêtir cette peau d'homme pour intégrer un petit peu ce cercle des hommes, connaître leur comportement, leur attitude, etc. Alors ce qui va se passer, c'est qu'elle va forcément nouer des relations avec son futur mari, en tant que femme, puisqu'ils vont se marier, mais aussi en tant qu'homme, sans que lui sache que c'est elle qui se cache derrière cette peau d'homme. Et le truc, c'est que son mari va devenir amoureux de cet homme-là et ils vont vivre une relation amoureuse, tous les deux. Donc il va y avoir le sujet de l'homosexualité, bien évidemment. On va retrouver beaucoup de sensualité dans ce roman-là, beaucoup de respect aussi entre l'homme et la femme. Je trouve qu'il y a des choses qui sont assez incroyables. Et pourtant, on va aborder quand même le thème un peu de la féminité, des inégalités hommes-femmes, choses comme ça. Et un autre sujet qui vient aussi à côté de tout ça, donc on est dans un milieu Renaissance, culture italienne, dans les sculptures, l'art, etc. Et d'un point de vue religieux, on va être dans le fanatisme religieux, puisque cette jeune personne a un frère qui lui est prêtre, qui est complètement fanatique et qui va essayer un petit peu d'avoir la mainmise sur les gens de la cité
pour éradiquer cette folie de ces femmes qui sont voilà, un bout de peau qui dépasse, c'est pas possible, enfin ouais, et il va les embringuer là-dedans, enfin voilà. Donc on va avoir ces deux univers qui vont se mêler. Et voilà, il y a plein de messages là aussi hein, sur notre société, sur les relations hommes-femmes. C'est assez actuel en fait hein, dans les sujets abordés. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Le graphisme, alors pour le graphisme, alors le graphisme est assez épuré. Voilà, c'est bon, quelques couleurs. Rien d'extraordinaire. Je pense que l'ambiance, c'est beaucoup plus par les textes. Il y a beaucoup de textes hein, dans ce roman graphique, oui, dans cette BD. Il y a beaucoup de textes. Alors c'est surtout le texte qui va être très porteur du message. Et le graphisme, lui, c'est secondaire, je trouve. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai pas été emportée par le graphisme parce que c'est assez épuré quand même. Donc voilà, mais bon, moi j'ai bien aimé. Je comprends qu'il y a eu beaucoup de prix parce que vu les messages qu'elle fait passer, voilà, c'est intéressant et puis c'est original. Voilà, donc ça s'appelle Peau d'homme de Hubert et Zanzime. Alors maintenant, je vais vous parler de 3 bandes dessinées, 3 tomes. Voilà, Stranger Things. Alors je vais vous en parler rapidement parce que Stranger Things, beaucoup connaissent. C'est la fameuse série qui est passée sur Netflix. On en est déjà à 3 saisons et qui a cartonné parce que évidemment c'est déjà ça porte un peu sur les années 80, donc il y a un petit côté nostalgique de ces années-là, hein, surtout pour ma génération. Donc voilà, donc j'aime assez. Et puis 2, c'est du fantastique, c'est plutôt bien réalisé, l'idée est vraiment bonne. En tout cas, moi, les 2 premières saisons, j'ai aimé. La 3e, j'ai peut-être un petit peu plus décroché, mais bon, voilà. Moi, j'ai bien aimé. L'histoire, j'ai bien aimé. Cet univers où il y a le monde, notre monde, et puis un autre monde beaucoup plus sombre en dessous. Et en fait, il y a une ouverture entre les 2 mondes avec des monstres qui viennent chez nous. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, ces 3 tomes-là, moi, au départ, je pensais que ça reprenait, en fait, la série. Je pensais retrouver la série. Pas tout à fait, en fait. C'est effectivement l'univers de la série, les personnages de la série, mais c'est une autre vision ou une autre histoire, un peu comme un spin-off, en fait, de Stranger Things. Alors, dans le premier, bien évidemment, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, voilà, de l'autre côté. Alors, si vous vous souvenez de la première saison, on avait donc ce petit, comment il s'appelait, voilà, Will Byers, Will, qui était de l'autre côté, donc prisonnier, et puis sa mère qui essayait absolument de le retrouver, hein, souvenez-vous, avec toutes les lumières qu'elle avait mis dans la maison, l'alphabet et tout, pour essayer de communiquer avec lui, parce qu'elle avait remarqué qu'on pouvait communiquer avec lui. Et bien là, dans ce tome-là, on va voir en fait le côté de Will Byers, c'est-à-dire qu'on va le voir lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui pendant ce temps-là, alors que nous, on voyait l'autre vision des choses. Donc j'ai plutôt bien aimé. Alors, il ne se passe pas énormément de choses. Hein, il est poursuivi par le monstre, et puis on espère qu'il va s'en sortir bientôt. On sait qu'il va s'en sortir, machin. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est finalement, les petits liens et les petites fenêtres qu'on voyait sur ce que nous, on savait, puisqu'on était de l'autre côté. Donc voilà, c'est pas mal, j'ai bien aimé. Le 2e tome, ça va nous apprendre un nouveau personnage. Donc, qui va arriver. Donc, c'est celui-là, le 2e tome. Voilà. C'est 6. Voilà. C'est un nouveau personnage, donc une jeune femme qui a le don de deviner le futur, en fait, et qui donc est dans le laboratoire où était Eleven. Et donc, on va voir ce qui se passe dans ce laboratoire, et puis on va, au travers de cette jeune femme qu'on va rencontrer, et donc les traitements, etc., qui ont été faits. On va croiser Eleven à un moment donné d'ailleurs, hein, puisque ça se passe au moment où Eleven était encore dans le laboratoire et où elle va s'enfuir du laboratoire. Donc voilà. Donc c'est une autre vision, un spin-off un petit peu de la série. Et dans le 3e, eh bien, c'est encore un autre personnage, donc je crois que c'est 8, je ne sais plus. Enfin, il y a 2 jumelles en fait, et c'est une des sœurs jumelles, c'est 9. Voilà, c'est 9, pas 8, c'est 9. Et donc elle est partie, elle s'est enfuie, et donc on va voir un petit peu ce qu'elle va devenir. Et c'est pareil avec son pouvoir, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est un spin-off aussi. Alors les graphismes, c'est du comics, hein, voilà. On est dans le style comics. Hein.
Voilà, c'est classique. Voilà, ma fille les a lus, elle trouve qu'on reconnaît bien les personnages par rapport à la série. Donc voilà, elle les a bien aimés aussi. Voilà, donc ça s'appelle Stranger Things, tout le monde connaît. Voilà, c'est la série de Netflix. Et ça, ce sont les 3 premiers tomes de la série. Je crois qu'il y a le 4e qui est sorti très récemment. Voilà. Ben voilà, j'ai donc terminé. Je vais juste vous parler d'un album enfant qui est sorti très récemment. Alors, qu'on ne trouvera pas chez un libraire. Vous pouvez le trouver éventuellement chez Siletti, ici, qui est un centre de formation, mais qui fait aussi maintenant l'édition de ce genre d'album. Et puis d'autres, je crois, qui vont arriver. Donc, c'est un album sur les hypersensibles. Voilà, ça s'appelle Nom de code hypersensible, agent secret pour un monde meilleur. C'est écrit par Laetitia Redel et son frère Florian Aubry. Alors, hypersensible, eh ben, c'est la caractéristique de certains enfants qui sont hypersensibles. On va découvrir ce que c'est que l'hypersensibilité au travers de cet album qui est assez bien fait, hein, puisque c'est un album que vous pouvez lire avec votre enfant et parler avec lui de ce problème, qui n'en est pas un finalement, à condition de savoir comment vivre avec, ce qu'on peut en faire pour devenir un super-héros, hein, et éviter de s'épuiser aussi, puisque l'hypersensibilité est quand même une caractéristique qui épuise beaucoup les enfants. Donc voilà, voire même les adultes, parce qu'il y a des adultes qui sont hypersensibles et qui ne s'en sont jamais rendus compte. Donc voilà, c'est très bien fait, l'histoire est très bien faite, c'est bien amené. En plus, il y a des choses interactives, vous voyez, il y a un QR code, donc on peut accéder au site pour avoir des coloriages, des trucs, enfin voilà. On peut encore continuer, après avoir terminé cet album, pour continuer à parler de ça avec son enfant et pouvoir mettre des mots simplement sur cet état. Donc voilà, ça s'appelle Hypersensible, dans la collection Écoute-toi, de Laetitia Redel et Florian Aubry. Bien voilà, alors j'espère que vous avez trouvé des idées de lecture dans le domaine de la BD, dans le domaine du graphique, pour ces vacances-ci, puisque vous êtes, j'espère, en vacances, en tout cas vous allez l'être. Et puis je vous retrouve peut-être le mois prochain, je ne sais pas encore, pour une autre vidéo sur les romans que je suis en train de lire actuellement. J'ai encore des BD aussi sous le coude à lire, je ne sais pas encore quand est-ce que j'aurai le temps. Je ferai peut-être encore sur cette formule-là, faire uniquement une vidéo que sur les BD où je les intègre, je ne sais pas encore trop. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous aimeriez trouver plutôt comme formule. Ça peut m'aider. Voilà, moi je suis ouverte à toute proposition concernant les romans, les livres et le partage de mes lectures et de mes retours de lecture. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont, de bons voyages livresques, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!